Alors, je vous rappelle qu'on trouve maintenant des vidéos des cours et des séminaires sur le site du Collège de France. Et dorénavant, apparemment, les transparents vont être incrustés dans la vidéo, ce qui va simplifier un peu les choses. Bon. Alors, je vais encore parler un petit peu aujourd'hui de ce qu'on a, des observations récentes faites par différents télescopes, de ce qu'on peut espérer voir avec les nouveaux instruments. Bon, je rappelle qu'il s'agit de voir les étoiles, mieux voir les étoiles pour mieux comprendre leur fonctionnement, mais aussi leurs planètes, puisqu'on en a découvert plus de 700 depuis une quinzaine d'années, et éventuellement la présence de vie, ce qui est difficile, mais peut-être pas impossible à l'échelle d'une décennie. Et puis bien sûr, au-delà des étoiles, ce qui est plus loin, les étoiles lointaines, le centre de notre galaxie, qui ressemble un petit peu à celle-là et qui a des choses mystérieuses, extrêmement violentes dans son centre. Un trou noir ayant une masse correspondant à des milliards de fois celle du Soleil. Et puis l'univers lointain, jusqu'aux limites qu'on peut observer actuellement. Alors, le programme des cours et séminaires, vous l'avez vu. Et aujourd'hui, nous allons parler des interféromètres aux hypertélescopes Quelle Science, et à 17h, nous aurons le séminaire de Paul Nunez sur Prospects for High Angular Resolution Imaging with Future Amplitude and Intensity Interferometers. Bon, alors je rappelle que le but un peu lointain de tout ce que je raconte, ça concerne l'installation dans l'espace de flottilles de miroirs formant l'équivalent d'un miroir géant en petits morceaux, lequel miroir géant focaliserait la lumière d'une étoile vers une caméra qui se trouverait en son foyer. Bon. Et ce genre d'instrument, en principe, enfin sur le papier, on sait calculer ça, on sait simuler ça, voilà une simulation. En principe, si on vise une planète semblable à la Terre située à 10 années-lumière et que la méta-ouverture, c'est-à-dire l'ensemble des ouvertures a un diamètre de 100 km, eh bien on obtient ce genre d'image en une demi-heure de pause, image directe. À condition d'avoir des sous-ouvertures de 3 mètres et d'en avoir une centaine. Ou d'avoir des petites ouvertures beaucoup plus petites, 3 cm par exemple, auquel cas il en faudrait 1 million pour avoir suffisamment de lumière, mais on aurait une image plus riche en informations. Et il sera peut-être possible de faire ce genre de flottille très divisée au moyen de piégeage par laser, par des ondes stationnaires de laser. Autrement dit, c'est les interférences du laser qui permettent ensuite de former les interférences avec la lumière de l'étoile. Bon, enfin aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça, mais des débuts actuels de ce qu'on appelle la haute résolution angulaire, c'est-à-dire l'art de voir des détails plus fins sur le ciel et sur les objets. Il s'agit donc il y a des débuts actuellement très encourageants. Vous savez qu'il y a eu plusieurs étapes depuis un siècle. Il y a eu la période entre les deux guerres où, aux États-Unis, Michelson avait réussi à faire un interféromètre de 7 mètres en perchant une poutre en haut d'un télescope existant qui agrandissait un peu artificiellement la dimension de l'ouverture, ce qui lui avait permis de, pour la première fois, mesurer le diamètre d'une étoile, qui était l'étoile supergéante Bételgeuse. Bon, et puis ensuite, c'est tombé en sommeil, Michelson est mort, lui seul était capable de faire marcher l'instrument qui était très, très délicat. Et puis, il y a eu une renaissance dans les années 1975, et actuellement, il y a une très forte progression
qui commencent à donner des beaux résultats astronomiques. Bon, donc il s'agit d'obtenir d'abord depuis la Terre, et puis plus tard depuis l'espace, des images détaillées d'objets compliqués, par exemple des atmosphères stellaires et même d'exoplanètes, de galaxies, etc. Il s'agit d'améliorer la luminosité des systèmes actuels d'interférométrie pour observer notamment les galaxies lointaines, y compris jusqu'aux limites de l'univers connu actuellement. Et obtenir aussi des images fortement contrastées, des images d'objets fortement contrastés. Bon, la semaine dernière, nous avions parlé de ça déjà, et François Reynaud, qui a fait le séminaire, a dit « Voir une planète près de son étoile, c'est aussi difficile que voir un ver luisant près d'un phare ». Bon, c'était une bonne image pour expliquer que le problème, c'est que la planète est typiquement 1 milliard de fois moins brillante que l'étoile, et que c'est extrêmement difficile de la voir. La moindre poussière sur l'optique diffuse de la lumière qui peut cacher la lumière de l'étoile, qui peut masquer, qui peut cacher celle de la planète. Donc c'est très difficile. Mais ça commence à progresser. Bon. Et puis également, on aimerait observer des sources rapidement variables en quelques jours, quelques heures, ou bien quelques secondes, voire quelques millisecondes. Bon, il y a des sursauts gamma et d'autres sources qui peuvent avoir des phénomènes extrêmement rapides qu'on aimerait voir. Bon, et bien sûr, faire des images, c'est déjà pas mal, mais c'est encore mieux si on arrive à obtenir pour chacun des pixels ou des ricels, c'est-à-dire éléments résolus, le spectre. Le spectre, parce que ça permet de faire une carte, par exemple, ça permettrait ici de faire une carte des molécules de l'atmosphère, ou sur des étoiles aussi, et ça donne une information, ou des atomes, sur l'étoile ce seraient les atomes, ça donne une information extrêmement riche qui permet de beaucoup mieux comprendre comment fonctionne l'étoile en question. Extrêmement riche sur sa composition chimique, sur les mouvements de la matière, sur la gravité, sur la pression, enfin c'était extrêmement riche comme information. Jusqu'à présent, les spectroscopistes obtenaient des spectres, mais c'était des spectres d'une étoile. Ils voyaient globalement une étoile sans voir les détails, donc ils avaient un mélange de toutes les contributions des différents spectres, et ils ne pouvaient pas connaître précisément... Ah, l'ordinateur s'endort. Ils ne pouvaient pas connaître précisément le mouvement des atomes, par exemple. Bien, alors, donc, l'idéal, ce serait qu'on puisse obtenir, vous savez que le Soleil est une étoile plus proche de nous, plus facile à observer, qu'actuellement, on en fait des photos mirobolantes où on voit des détails spectaculaires, des feux d'artifice en tout genre, des protubérances, etc., des taches avec des filaments très étroits, de plus en plus étroits à mesure que s'améliorent les instruments, grâce à de l'optique adaptative en particulier, qu'on met sur ces télescopes qui observent le Soleil, qui sont des télescopes assez petits, de l'ordre de 1 mètre, 1,50 m de diamètre. Bon, et peut-être que dans quelques années, on arrivera à faire d'aussi belles images sur telle ou telle étoile, ce qui permettra de beaucoup mieux comprendre comment elle fonctionne. Et vous savez que les étoiles, il y en a des chaudes et des froides, il y en a des jeunes et des vieilles, il y en a toutes sortes qui ont des fonctionnements assez différents et qu'on aimerait bien comprendre un peu mieux. Bon, alors pour ce qui est des planètes de ces étoiles, ça semble être très fréquent. La plupart des étoiles auraient des planètes. Et il y a différentes méthodes pour les détecter. Historiquement, la première méthode, ça a été la spectroscopie en utilisant des spectrographes très sensibles. On a pu voir que le spectre de l'étoile se déplaçait vers le bleu puis vers le rouge très régulièrement
tous les quelques mois ou quelques années ou quelques jours, avec la régularité d'une horloge. D'où l'on a pu déduire que ce mouvement correspondait à un mouvement de l'étoile. Ce qu'on voyait, c'était le déplacement de l'étoile, l'observateur est là, c'est le déplacement de l'étoile et grâce à l'effet Doppler, on voit ce décalage du spectre. Bon, et ce déplacement de l'étoile était dû au fait qu'il y a une planète qui tire dessus virtuellement. La planète, en tournant autour de l'étoile, comme attachée par un élastique invisible qui est la gravité newtonienne, traction newtonienne. C'est comme s'il y avait un élastique, il n'y en a pas, mais ça revient au même. Et l'étoile qui tourne autour, à cause de la force centrifuge, la planète qui tourne autour de l'étoile, à cause de la force centrifuge, tire dessus, et l'étoile se déplace très légèrement. En réalité, c'est le centre de gravité du système étoile-planète qui tourne autour d'un petit cercle en pointillé ici. Et comme l'étoile est beaucoup plus massive, beaucoup plus lourde que la planète bouge beaucoup, mais l'étoile bouge très peu. Bon, si vous attachez une pierre au bout d'une ficelle et que vous la faites tournoyer au-dessus de votre tête comme ça, et bien, si la pierre est beaucoup plus légère, votre main sera obligée, en quelque sorte, pour maintenir l'équilibre, votre main sera obligée de tourner elle-même, comme ça, d'écrire un cercle. Et si la pierre est très lourde, eh bien, il faudra que votre main bouge beaucoup, et réciproquement. Donc c'est exactement la même chose. Bon, donc ça c'était la méthode historique qui avait permis à nos collègues suisses, Michel Mayor et Queloz, de détecter la première exoplanète. Et puis ensuite on a utilisé d'autres méthodes. L'une, c'est les transits, c'est-à-dire qu'il arrive de temps en temps qu'une planète passe devant son étoile. Alors on ne le voit pas parce qu'on n'a pas la résolution. Mais on voit juste que l'étoile s'atténue très légèrement, que la lumière de l'étoile est très légèrement atténuée. Alors en mesurant avec une très grande précision la photométrie sur l'étoile, on arrive à voir ça, et puis ça se reproduit au bout de quelques jours ou de quelques mois, parce que la planète repasse au même endroit. Donc on peut, au fil des années, avoir une bonne précision. Et 2 satellites ont été lancés spécialement pour ça. Un en France qui était Corot, qui a défriché, qui a fait beaucoup de découvertes en quelques années. Un petit télescope dans l'espace qui a très bien fonctionné. Et tellement bien qu'ensuite la NASA a voulu faire pareil en plus gros, le satellite Kepler qui a continué le travail. Bon, alors il y a une troisième méthode qui est l'imagerie directe. Si vous avez une planète, l'observateur est ici avec son télescope, vous avez l'étoile ici, vous avez la planète ici. Alors, catastrophique. Et la planète est très faiblement lumineuse, comme je l'ai dit, est éclairée par l'étoile, elle n'émet pas de lumière elle-même, ou si peu. Il y a des vers luisants dessus, bien sûr, mais ce n'est pas très lumineux. Ou des villes qui font de la pollution lumineuse, mais c'est très faible. Et pour la voir, il faut un télescope spécialement équipé d'un gadget qu'on appelle un coronographe, qui avait été inventé à l'origine dans les années 1935 par Bernard Liot pour arriver à voir la couronne du Soleil. La couronne du Soleil est 1 million de fois moins brillante que le Soleil et on n'arrivait pas à la voir. On n'arrivait pas à la voir, sauf pendant les éclipses. C'était trop bref, on n'arrivait pas à voir beaucoup de choses. Bon, alors, la dernière méthode, cette méthode commence à donner quelques résultats. Et la dernière méthode, c'est celle de la déflexion gravitationnelle. Les rayons de lumière, si vous avez votre étoile avec sa planète et que vous avez une deuxième étoile loin derrière, très loin derrière, dans une galaxie, au centre de notre galaxie par exemple, eh bien, les rayons de cette deuxième étoile, ceux qui frôlent l'étoile et la planète, là, sont très légèrement déviés
par l'attraction gravitationnelle de la planète. C'est ce qu'on appelle l'effet de lentille gravitationnelle ou de micro-lentille gravitationnelle. Et le télescope voit pendant quelques heures ou quelques jours un renforcement, une variation, un renforcement en général de la lumière de l'étoile d'arrière-plan. Bon. S'il y a une planète, ça fait une encoche supplémentaire dans la courbe qui permet de détecter la présence de cette planète. Bon, mais cette méthode-là, alors elle a l'avantage qu'elle permet de détecter des planètes très lointaines. Elle a l'inconvénient que ça ne se produit qu'une fois. On peut pas, il est pratiquement impossible qu'on puisse, des mois ou des années plus tard, réobserver à nouveau le même phénomène sur la même planète, la même étoile, parce que l'alignement aura changé, l'étoile lointaine ou l'étoile proche se sera légèrement déplacée en travers de la ligne de visée, et donc on n'aura pas de chance d'avoir le même alignement. Bon, alors, pour les transits comme ceci, donc je disais que pour l'instant on ne les résout pas, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'étoile comme ceci résolue avec le point noir, la tache noire devant de la planète, parce que nos télescopes n'ont pas assez de résolution, on ne voit pas assez les détails. Mais ça commence à venir, et en particulier avec les hypertélescopes, on devrait, grâce à leur plus grande dimension, on devrait commencer à voir ce genre de phénomène. Alors, ce serait très intéressant parce qu'en mettant un spectrographe, la fente d'un spectrographe juste au bord de la planète ici, eh bien, on aura un peu de lumière de l'étoile qui aura passé à travers l'atmosphère de la planète et qui, dans le spectre, sera influencé par les gaz de la planète, et on aura des raies d'absorption qui pourront permettre de caractériser la planète, voire éventuellement d'identifier la présence de gaz qu'on appelle des biosignatures, de gaz qui indiquent la présence de vie sur cette planète, par exemple l'oxygène, l'ozone O3, le CO2, des choses comme ça. Enfin, alors voici quelques résultats récents du satellite Kepler. Qui a découvert récemment, parmi de nombreuses occultations dues à des étoiles par leur planète, le cas d'une étoile binaire, vous savez, deux étoiles qui se tournent l'une autour de l'autre, une étoile binaire que voici, avec une planète qui tourne autour des deux. Donc les deux étoiles tournent comme ça, et puis la planète fait un grand cercle autour. Alors évidemment, si on habite un tel système solaire, je ne sais pas si c'est avantageux par rapport au fait d'avoir un seul soleil ou pas, mais ça doit faire bizarre. Bon, et puis tout récemment, en 2013, les collègues américains auraient découvert une étoile extrêmement froide, puisque sa température absolue serait 250 à 400 K, c'est-à-dire en dessous du point de fusion de la glace. Il faut décaler de 273 degrés pour passer à la température habituelle, ou un peu au-dessus. Bon, donc c'est extrêmement froid, et alors ils ne savent pas si c'est vraiment une étoile, ce qu'on appelle une naine brune, c'est-à-dire une étoile manquée ou une étoile qui n'est pas assez chaude pour entretenir les réactions nucléaires de fusion de l'hydrogène qui alimentent les étoiles ordinaires. Ou bien, est-ce que ce serait une planète perdue? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une planète perdue? C'est une planète qui s'est évadée de son système solaire, de son étoile. Pourquoi est-ce qu'elle s'est évadée? Eh bien, par l'effet gravitationnel d'autres planètes qui peuvent, même si elles ne se cognent pas, elles peuvent, en passant tout près l'une de l'autre, elles peuvent faire comme une espèce de coup de raquette de ping-pong et éjecter l'une des planètes. Bon.
Et puis si c'est une étoile multiple, une binaire, ça peut aider aussi. Donc il semble qu'il puisse y avoir pas mal de planètes perdues. Selon certaines estimations, il y en aurait autant que d'étoiles dans notre galaxie. Celle-ci serait à 11 parsecs, c'est-à-dire une quarantaine d'années-lumière. Là, vous avez une image avec une résolution assez bonne, qui a dû être faite elle a été faite avec plusieurs télescopes et le télescope Hubble dans l'espace. Vous avez l'échelle 2 secondes d'arc, donc les détails de l'image sont nettement plus petits qu'une seconde. Donc c'est déjà pas mal comme résolution. Mais évidemment, il faudra beaucoup plus de résolution et donc des grands interféromètres si on veut espérer voir un peu de détails sur cette planète. Alors, un autre résultat amusant, c'est la détection d'une étoile double qui a des espèces de feux d'artifice qu'on n'avait jamais constaté, ou pratiquement jamais constaté ailleurs. Il y avait seulement 2 ou 3 cas connus. Et alors, ça varie dans le temps d'une façon relativement périodique, avec quelques jours de périodicité. Vous avez une espèce de jet qui apparaît là et puis qui s'efface. Et puis d'autres là qui se renforcent un peu, qui seraient peut-être un écho de lumière. Vous savez que quelquefois on a vu sur des quand il y a des supernovas et qu'il y a de la nébulosité autour, on voit l'explosion de la supernova et puis un an après, on voit que le nuage qui est à côté s'éclaire, devient lumineux. Ce serait un écho de lumière, ce serait la lumière de la supernova qui a mis un an à atteindre le nuage et puis qui ensuite nous revient avec un certain retard. Donc là, il semble y avoir aussi des échos de lumière. Maintenant, qu'est-ce qui produit exactement ces oscillations? On ne sait pas trop. C'est peut-être l'interaction entre les deux composantes de l'étoile binaire. Bon, j'avais déjà montré ces deux grandes énigmes actuelles qui préoccupent beaucoup les astronomes. Vous avez l'énigme de la matière sombre. Vous savez que en étudiant le mouvement des galaxies, on peut calculer la masse, la distribution de la masse dans cette galaxie, sauf que ça ne correspond pas à la réalité, ça ne correspond pas à ce qu'on observe. Il semble donc qu'une grande partie de la masse des galaxies soit invisible, soit sous forme de poussière, soit sous forme de particules étranges inconnues, soit sous forme de planètes perdues, pourquoi pas. Hein, s'il y a une planète perdue par étoile, ça fait une masse non négligeable, même si les planètes sont nettement plus légères que leurs étoiles. Alors, une autre grande énigme dont on parle beaucoup, surtout depuis le prix Nobel l'an dernier, qui a attiré l'attention dessus, c'est ce qu'on appelle l'énergie sombre. Enfin, ce qui a été découvert en observant les supernovae des autres galaxies, c'est que les galaxies, ça a permis de calibrer les distances et leur vitesse, et ça a permis de voir que l'expansion de l'univers est accélérée, comme s'il y avait une mystérieuse force répulsive entre les galaxies. Bon, alors pour l'instant, on ne sait pas ce que pourrait être cette énergie sombre. Bon, derrière, vous avez la photo, une des photos à très longue pause, des semaines de pause, faites par le télescope Hubble, pour essayer de voir, de pousser le plus possible la sensibilité, de voir des galaxies les plus lointaines possibles. L'idée étant d'essayer de voir si elles ont la même apparence que les galaxies plus proches, parce que ces galaxies extrêmement lointaines, l'image qu'on en reçoit est très ancienne, puisqu'il a fallu des milliards d'années pour que la lumière nous parvienne d'elles. Donc on les voit telles qu'elles étaient il y a des milliards d'années.
Et la question est, est-ce qu'il y a des milliards d'années, ces galaxies avaient la même apparence que les galaxies proches et récentes qu'on voit près de nous? Bon, et la question n'est pas encore clairement tranchée. On s'efforce de démontrer qu'elles n'avaient pas la même apparence, qu'elles avaient un air plus jeune, mais ce n'est pas évident. Les supernovae des autres galaxies, quand vous avez une supernova dans notre galaxie, ça peut être extrêmement intense. Vous savez que les Chinois, en l'an 1054, il y avait des astronomes au palais d'hiver à Pékin qui étaient perchés sur une tour toutes les nuits. Il y en avait un sur chaque tour, il y en avait 4, il y en avait un sur chaque tour. Et le lendemain matin, ils passaient la nuit à observer le ciel. Le lendemain matin, l'empereur les interrogeait pour leur demander ce qu'ils avaient vu. Et s'ils n'avaient pas vu la même chose, ils étaient mis à mort. Donc ils n'avaient pas le droit de se communiquer entre eux. Donc ils avaient intérêt à voir les mêmes choses. Alors ils ont vu en 1054 une nouvelle étoile extrêmement brillante, apparue brutalement, tellement brillante qu'on la voyait en plein jour. Et ça a duré 60 jours. Et puis elle décroissait progressivement. Bon, et puis exactement à cet endroit actuellement, on trouve une étrange nébuleuse qu'on appelle la nébuleuse du Crabe, et qui semble être le résidu de l'explosion de l'étoile en question, qu'on appelle une supernova. Et c'est au centre de cette nébuleuse du Crabe qu'a été trouvé un clignotant, un mystérieux clignotant qui s'éteint 30 fois par seconde, qu'on appelle le pulsar du Crabe, magnitude 18, qui clignote avec la régularité d'une horloge, et qui semble être une espèce de gyrophare, comme sur les ambulances, un truc qui tourne, qui fait des éclats. Et bien, le pulsar du Crabe, ce serait un truc qui tourne et qui fait des éclats, et qui serait le résidu de l'explosion de l'étoile qu'ont vu les Chinois. Bien, enfin. Alors, on voit, les supernovas dans notre galaxie sont extrêmement intenses. Vous savez que si ça arrivait au Soleil, bon, en théorie, ça va lui arriver dans quelques millions ou milliards d'années. Et quand ça arrivera, on sera tous grillés. Heureusement, on sera plus en état de s'en rendre compte. Alors, quand ça arrive dans une autre galaxie, eh bien, avant l'événement, on ne voit rien. Et puis, brusquement, un beau jour, apparaît un point brillant, et puis ça dure un mois ou deux. Ça s'affaiblit progressivement, c'est l'explosion. Bon, et en moyenne, il y a une supernova par siècle dans chaque galaxie. Alors, parmi les objets mystérieux qu'on aimerait bien mieux voir et mieux comprendre, il y a le noyau des galaxies, et notamment certaines galaxies qui ont un noyau particulièrement brillant, qu'on appelle un noyau actif. Et certains de ces noyaux, c'est ce qu'on appelle des quasars. Et souvent, ces noyaux sont à l'origine d'un jet, de ce qui semble être un jet, comme celui-ci très spectaculaire de la galaxie M87, qui est une galaxie assez brillante, puisqu'elle avait été détectée au XVIIe siècle par Messier. Alors ce jet est une chose très mystérieuse. On aimerait bien voir de plus près la source ici. Il y a de temps en temps des globules brillants, des globules brillants qui partent de la source le long du jet et qui se déplacent le long. Voici une vue d'artiste. Alors, il y a une petite vidéo qui va avec, mais je n'ai pas réussi à la charger. Voilà un autre exemple vu en radioastronomie, longueur d'onde de 6 cm, c'est-à-dire 6 giga, 5 GHz environ de fréquence. Vous avez le noyau, et puis ce jet spectaculaire qui ensuite s'élargit, donne cette espèce de nuage, et puis il y en a un autre de l'autre côté. Souvent c'est double, il y a un jet de chaque côté. Alors, on pense actuellement que ce qui se passe, c'est qu'il y a au centre de ces galaxies un trou noir géant dont la masse peut correspondre à des milliards
des centaines de millions ou des milliards de fois la masse du Soleil. Un trou noir vu par un artiste, ça ressemble à ça. Vous voyez que ça ressemble à un trou, puis c'est noir. Et la lumière qui essaie de s'en échapper ne peut pas s'en échapper. Les rayons sont courbés et ne peuvent pas s'en échapper. Et ça agit aussi comme une lentille gravitationnelle, c'est-à-dire que ce qui est derrière est distordu. On a une image distordue, un peu comme à travers les grumeaux de la vitre qui sont dans l'entrée, là. Et si vous avez une source lointaine qui est juste dans l'alignement, vous verrez un anneau autour. Vous pouvez faire l'essai dans l'entrée devant la vitre avec une lampe de poche, vous la mettez derrière, et juste dans l'alignement, vous verrez un anneau. Voilà, alors il existe des trous noirs géants comme ceux au centre des galaxies, et puis il en existe d'autres plus petits qui ont une masse comparable à celle d'une étoile et qui sont probablement des étoiles effondrées, étoiles massives en fin de vie qui se sont effondrées après un stade de supernova. Et quelquefois, ces étoiles peuvent faire partie d'un système binaire, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir un compagnon. Alors vous avez ici une vue d'artiste qui montre une étoile binaire dont l'une des deux est un trou noir. Alors, le trou noir, il est au milieu, on ne le voit pas, mais il y a la grosse étoile arrose la petite avec une cascade de matière, une cascade de gaz. Et cette cascade vient s'enrouler autour du trou noir, entraînée par le mouvement keplérien, comme les planètes. Elle vient s'enrouler autour et elle forme ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Bon, et puis dans ce disque d'accrétion, il y a de la friction, l'énergie des orbites se dégrade, et à la fin, comme les satellites qui tournent autour de la Terre, avec la friction de l'atmosphère, ils finissent par voler de plus en plus bas, et puis un jour, ils tombent et on les reçoit sur la tête. Bon, et bien là, c'est pareil, le gaz finit par tomber dans le trou noir, et ce faisant, il libère beaucoup d'énergie. Et ça fait un sursaut de lumière qu'on peut détecter. On détecte de temps en temps sur des noyaux de galaxies, on détecte de temps en temps des pics de lumière qui peuvent durer quelques jours ou plus, qui seraient dus à du gaz ou même à des morceaux d'étoiles qui tomberaient dans le trou noir. Alors, ces noyaux actifs qui sont des objets extrêmement mystérieux et qui suscitent beaucoup d'intérêt, on commence tout juste à les voir un peu mieux grâce à l'interférométrie. Alors, vous savez qu'au début, l'interférométrie, ça marchait pour les étoiles brillantes, mais ça ne marchait pas pour les objets faibles et lointains, notamment ça ne marchait pas pour les galaxies extérieures. Mais ça commence à être le cas, ça commence à marcher. Bon, les collègues qui travaillent en infrarouge lointain utilisent notamment les interféromètres au Keck à Hawaï et au Chili, l'interféromètre européen au Chili, et disent qu'ils peuvent actuellement observer une quinzaine de noyaux actifs de galaxies extérieures. Bon. Alors, on imagine actuellement que... Donc, il commence à voir ça. Et ça, c'est ce qu'on imagine actuellement être le schéma de ces noyaux de galaxies. Alors, vous avez au milieu le fameux trou noir, là, qui est ici. Et puis, vous avez autour une région très lumineuse. Et on pense que la lumière vient du dégagement d'énergie dû à la chute des gaz ou des étoiles sur le trou noir, la cascade. Et puis là, vous avez le disque d'accrétion ici, où tout tourne en rond très vite. Et puis autour, il y aurait un anneau de poussière, le tore de poussière, qui cache tout. Qui cache tout si on est dans l'alignement de l'anneau. Si on est au-dessus, là, on voit à travers, on voit par en haut. Bon.
Alors ça cache, à moins d'observer en infrarouge lointain qui arrive à pénétrer le tore de poussière. Alors, ce modèle permet de comprendre un peu les différentes caractéristiques des noyaux actifs, parce qu'il y en a certains, alors par exemple un cas extrême, ce qu'on appelle un blazar ou un quasar, comment dire, très lumineux. Si nous, l'observateur, on se trouve juste dans la direction du jet, eh bien, on va avoir un truc très lumineux. Il y a quelques cas connus comme ça. Évidemment, c'est rare, la probabilité est faible d'être juste dans la bonne direction. Et quelques cas connus, dont un est Bl Lacerté, qu'on avait cru être une étoile d'abord, et ensuite on s'est aperçu que ça fluctuait assez rapidement. Si on est dans cette direction-là, on voit quelque chose qu'on appelle une galaxie de Seyfert, émettant de la radio, éventuellement des rayons X. Et si on est dans la direction, dans le plan de l'anneau, évidemment, on voit beaucoup moins de choses parce que c'est obscurci par l'anneau de poussière. Alors, dans les spectres aussi qu'on obtient, on peut avoir des raies d'émission larges. Larges, ça veut dire qu'elles viennent d'une région agitée, où il y a des mouvements rapides. Alors là, ici, il y a des mouvements très rapides. Et c'est l'effet Doppler qui produit l'élargissement. Et puis, vous pouvez aussi observer des raies étroites, des raies spectrales étroites qui viennent d'une région plus calme. Et c'est la matière qui s'étend entre ça et l'observateur, et quelquefois très loin, qui peut être très loin de l'observation. Mais comme ces sources-là sont très brillantes, on peut les voir à des très grandes distances. Et donc, c'est un moyen de sonder la matière intergalactique, interstellaire, intergalactique, et de voir les absorptions, en absorption, les raies étroites des gaz qui se trouvent sur la ligne de visée. Alors, encore tout récent, découverte d'un quasar triple physique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un quasar? Un quasar, c'est un noyau actif de galaxie qui peut être très lointain, parce qu'il est très brillant, et qui n'est pas masqué par son anneau de poussière. Donc, on le voit très, très brillant. Et on voit ces raies d'émission larges et ces raies d'absorption. Bon, alors là, donc, aurait été découvert pour la première fois un quasar triple physique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire physique? Alors d'abord, les découvreurs se sont demandé si ces trois quasars étaient associés, ou bien est-ce que c'est par hasard qu'ils se trouvaient l'un à côté de l'autre, étant à des distances très différentes de nous. Bon, et par différents raisonnements, ils sont arrivés à se persuader qu'en fait, ils étaient proches l'un de l'autre. Donc ça, c'est assez nouveau. Là, vous avez un champ d'une minute d'arc à peu près. Et alors, ils ont essayé de comprendre comment ça a pu se produire, et ils se demandent si c'est pas le début de formation d'une structure massive, comme ils disent, c'est-à-dire peut-être une galaxie. Bon, et puis voilà les spectres. Les spectres montrent en émission des raies larges du magnésium, dont le décalage par effet Doppler correspondrait à une distance de l'ordre un Z, un décalage de l'ordre de 1. Bon, et puis du côté des quasars encore, il y en a un qui a été découvert et qui ferait l'entille gravitationnelle. Alors d'habitude, jusqu'ici, c'était plutôt le contraire. Certains quasars très lointains servaient de sources lointaines permettant de voir un effet de lentille gravitationnelle causé par la lentille étant une galaxie relativement proche.
Bon, mais là c'est le contraire. Et il y a ce qui semble être une galaxie très lointaine en rouge ici, et puis ce quasar qui fait un effet de lentille, montrant quelques petits morceaux de la galaxie qui ont été vus, qui ont été décalés et qu'on voit sur les côtés. Alors ça pue, et c'est une pose très difficile parce que c'est un objet très faible. Et ça a pu être fait avec le télescope Keck, vous savez, les deux télescopes Keck qui sont les plus grands du monde, de diamètre 10 mètres, et qui obtiennent actuellement les meilleurs résultats de haute résolution en utilisant une étoile artificielle faite avec un laser pour éclairer un point du ciel. Et ça a donc permis de faire ce genre de photos très difficiles et d'obtenir des spectres, et cela avec une très bonne résolution. Bon, alors le télescope Hubble ne veut pas s'arrêter de fonctionner et il a après avoir publié une photo d'un ultra deep field, ils ont publié celle d'un extrême deep field qui est encore plus ultra qu'ultra. Où ils ont posé encore plus longtemps, où ils ont combiné des photos précédentes. Bon, ben, ça ne change pas grand-chose. Enfin, disons, ça ressemble toujours à la même chose, c'est-à-dire des galaxies. Là, on voit une galaxie spirale, une autre là, etc. Et puis, alors, les plus extrêmes, alors, ce qui excite les cosmologistes, c'est de voir les plus lointaines. Et les plus lointaines, ben, c'est juste un petit point blanc sur la photo. Un petit point blanc où on ne voit pas de détails. Alors, ça serait une supernova proche. Le Z, ça indique le décalage spectral et c'est proportionnel à la distance, enfin, si on croit à l'expansion de l'univers. On n'est pas obligé d'y croire. Donc ici, ceci serait l'objet le plus lointain actuellement connu. Hein, 10,3 pour la distance. Malheureusement, c'est juste un petit point blanc ici qu'on ne voit même pas sur la photo. Et on n'en sait rien de plus, on n'a pas de spectre, parce qu'il est trop loin, trop faible. Et pour avoir des spectres, il faut plus de lumière. Bon, et bien sûr, ils essaient de voir si ces objets extrêmement lointains, donc très anciens, enfin l'image qu'on en reçoit était émise à un temps très ancien, des milliards d'années. Est-ce que l'univers était déjà à l'époque comme il est maintenant? C'est ça la grande question. Et la réponse n'est pas très claire. Alors, l'un des quasars les plus lointains pour lesquels on a pu avoir un spectre, le voilà, voici son spectre. Et alors, les auteurs concluent que le spectre manque d'éléments lourds. Bon, or, comme on pense que les éléments lourds se forment tardivement dans l'évolution des étoiles, ils seraient fabriqués dans les étoiles et dans les supernovae par nucléosynthèse, c'est-à-dire agglomération de noyaux légers, et ça se serait produit assez tardivement. Donc, le fait qu'il n'y ait pas d'éléments lourds dans ce quasar très lointain, donc très ancien, pourrait indiquer qu'à l'époque, dans l'univers, il n'y avait pas encore beaucoup d'éléments lourds, donc ça pourrait être une indication que l'univers a effectivement évolué. Bien, donc nous sommes actuellement dans une course à la résolution, mais aussi à la luminosité et la dynamique. La dynamique, c'est-à-dire la capacité à voir le verre luisant à côté du phare, voir des objets extrêmement contrastés. Bon, alors la luminosité, ce n'est pas difficile, il suffit d'augmenter la surface des miroirs. Résolution, ce n'est pas difficile, il suffit d'agrandir le méta-miroir, la méta-ouverture, c'est-à-dire la dimension de la flottille dans l'espace ou de la grappe de miroir qu'on met au sol en attendant de pouvoir aller dans l'espace. Bon, et la dynamique, il faut améliorer les systèmes de coronographes. Bon, alors, pour mieux voir donc, les exoplanètes,
rechercher la vie éventuellement, les galaxies les plus lointaines, pour essayer de comprendre l'univers. Bon, alors les instruments, les meilleurs instruments actuellement, c'est le bon vieux télescope Hubble qui tourne en l'air depuis combien de temps? Depuis les années 80, 90. La NASA voulait toujours le mettre au rencard et puis les astronautes sont toujours arrivés à les faire payer pour quelques années de plus. Au début, j'avais contribué avec la NASA à la conception du télescope Hubble. Notamment, j'avais proposé de mettre un coronographe et ça a été fait et ça a découvert des planètes. Donc le télescope Hubble, c'est un petit télescope, diamètre 2,40 m. Au sol, il y en a à chaque coin de rue presque, des télescopes comme ça. Mais lui est en orbite, donc au-dessus de l'atmosphère, donc il n'est pas gêné par la turbulence, et il atteint la diffraction théorique de l'ouverture de 2,40 m, c'est-à-dire dans le visible, un 24e de seconde d'arc, alors qu'au sol, traditionnellement, on faisait une seconde d'arc à cause de l'atmosphère. Bon, et puis l'autre champion, c'est le télescope Keck de 10 mètres, qui a un miroir mosaïque au sol, mais qui maintenant a, depuis quelques années, une optique adaptative pour corriger l'effet de l'atmosphère, turbulence de l'atmosphère, et une étoile guide laser qui lui permet de faire ça même quand il vise des objets extrêmement faibles. Donc maintenant, les gens du Keck proclament qu'ils sont meilleurs que le télescope Hubble, parce qu'ils ont un plus grand télescope, donc plus de luminosité et plus de résolution. Et c'est vrai. Alors c'est un peu plus laborieux d'observer avec, mais enfin c'est vrai que dans l'absolu, ils sont meilleurs. Bon, et puis alors, vous avez l'Europe qui, elle, est championne en matière de résolution grâce à l'interféromètre au Chili, avec ses 4 télescopes de 8 mètres, espacés de 120 mètres jusqu'à 200 mètres, je crois, et qui donc a une résolution bien meilleure que le Keck, 20 fois meilleure. Mais pour l'instant, la luminosité est très modeste. Il ne peut voir que des étoiles assez brillantes, magnitude 9, malgré la grande dimension de ces miroirs. Mais ça pourrait s'améliorer, ça va s'améliorer, ça s'améliore régulièrement et ça pourrait en principe s'améliorer beaucoup. Bon, et puis alors, bien sûr, il y a des projets. Alors, vous avez sans doute entendu parler du méga projet européen qui serait un télescope mosaïque genre Keck, mais diamètre 39 mètres. Vous savez qu'il y a quelques années... Ah, sabotage. C'est que quelques années, une équipe suédoise avait proposé à l'Europe de faire un télescope de 100 mètres. Ils avaient fait une étude de mécanique assez poussée. Bon, et puis l'organisme européen, l'ESO, a trouvé que ça coûterait trop cher. Elle l'a réduit progressivement à 50 mètres et puis à 39 mètres. Et ils cherchent des sous pour le faire actuellement. Ça va coûter 1 milliard environ. Bon, et puis bien sûr, nos projets d'hypertélescope. Mais on n'a pas encore réussi à convaincre les grosses institutions comme les autres de s'y lancer. Ils sont tellement fascinés par leur projet de 39 mètres qu'on n'arrive pas à les convaincre. Là, en principe, sur le papier, on saurait faire une méta-ouverture de 1 km, même peut-être 1200 mètres, en profitant de la courbure d'une vallée, par exemple dans l'Himalaya. On a repéré une vallée qui pourrait convenir. J'en parlerai la prochaine fois. Enfin, pour l'instant, on essaie déjà de prouver que ça marche à plus petite échelle, 60 mètres et puis 200 mètres, dans une vallée des Alpes. Et nous aurons la semaine prochaine un petit film qui vous montrera la manip. Bon, et puis bien sûr, il y a des projets pour l'espace. Là, j'ai proposé aux agences spatiales NASA et ESA les flottilles de 1 km pour commencer, puis 100, puis
et puis éventuellement 100 000. En principe, sur le papier, ça marcherait. On saurait faire une flottille de 100 000 km dans l'espace. Alors pourquoi faire? Eh bien, par exemple, pour regarder les détails du pulsar du crabe. Le pulsar du crabe, une étoile à neutrons, une matière extrêmement comprimée, et dont le diamètre serait seulement 20 km. Bon, et puis elle est assez loin. Mais avec une flottille dans l'espace de 100 000 km, en principe, on pourrait faire une image où on verrait un peu de détails sur cette étoile à neutrons et essayer de comprendre comment elle fonctionne. Alors, ces gros instruments, le Keck, vous connaissez, perché sur la montagne à Hawaï. Voilà son laser à sodium qui fait un rayon de lumière, lequel traverse à 100 km d'altitude la couche qui contient un peu de sodium, peut-être par des intégrations des micrométéorites. Et ça fait un point jaune brillant dans le ciel, parce que le sodium est un diffuseur extrêmement efficace. Chaque atome de sodium a une diffusion résonante spectroscopique pour la lumière qui a juste la bonne longueur d'onde, qui résonne. C'est comme un violon. Si vous tapez sur un violon, il se met à résonner. Et si vous l'excitez, si vous posez dessus un rasoir électrique qui a juste la bonne fréquence, vous avez une corde qui se met à résonner, avec une forte résonance. Bon, c'est un peu pareil pour les atomes. Et donc il suffit de très peu d'atomes de sodium dans la haute atmosphère pour faire une tache brillante assez brillante. D'ailleurs, vous savez que quand on met un grain de sel dans la flamme du gaz sur la cuisinière, ça fait une flamme jaune très brillante. Il suffit de très peu de sel pour faire beaucoup de lumière, sachant que le sel contient du sodium. Bon, alors ça, c'est le télescope Hubble. Donc, à l'échelle, vous voyez effectivement qu'il est plus petit, en diamètre que les 10 mètres ici. Alors, ce que nous essayons de faire, c'est des centaines d'ouvertures, des interféromètres beaucoup plus riches en ouvertures que ce qu'on a fait jusqu'ici. Les premiers interféromètres à plusieurs télescopes, c'était ceux que nous avions construits en Provence, à Nice, en 1974, et qui ont inspiré l'ESO pour faire le grand interféromètre au Chili. Bon, mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est non pas 2, 3, 4, 5, 6 ouvertures, c'est des centaines. Pour ça, il faut une structure différente. Il faut éviter d'utiliser des lignes à retard, qui sont trop chères et trop compliquées. On s'est aperçu qu'on peut faire ces interféromètres imageurs directs, donc il y a une image directe, la pupille densifiée, c'est ça qu'on appelle un hypertélescope. Bon, mais il sera essentiel de parvenir à mettre en phase tous les faisceaux qu'on combine, étant donné que les phases sont perturbées par l'atmosphère terrestre, ce qui nécessitera une étoile artificielle laser, du moins pour les objets faibles, comme pour le télescope Keck. Et nous avons entamé des essais de ce système de laser au laboratoire, et c'est ce dont Paul Nunez va nous parler en partie tout à l'heure. Évidemment, une fois qu'on aura des flottilles dans l'espace, on n'aura plus besoin de ce genre de laser, ce sera plus simple en un sens. On ne sait pas combien il faudra de décennies pour en arriver là. Bon, alors, le système laser ressemble à ça, mais j'en parlerai plus en détail une autre fois. Bon, voilà encore quelques
quelques détails du système laser. Bon, dans le vrai système, ce sera près du foyer primaire du miroir géant dilué. Le laser ici, des miroirs, des caméras, enfin j'en parlerai plus en détail, c'est un peu compliqué. Et le montage en laboratoire qui est démarré, on a remplacé le miroir géant par une lentille qui n'est pas géante, pour tenir dans le laboratoire. Et voilà le laser, et voilà deux caméras, une pour la science et une pour la mesure des défauts. Bon, et puis voilà quelques simulations numériques d'images formées par les hypertélescopes. Alors, c'était fait par un étudiant indien avec lequel nous travaillons grâce à Internet. Et donc là, il a pris 16 ouvertures qui supposent dans un cercle de 50 mètres. Ça, c'est l'image d'une seule étoile, qu'on appelle la PSF en anglais et la fonction d'étalement en français. Et il a pris comme étoile une grosse étoile portant des taches. Bon, alors là, on ne voit rien. Enfin, on voit juste que c'est une grosse étoile. Si ce n'était pas une grosse étoile, on verrait des anneaux autour. Bon, et puis là, on commence à deviner, là, il y a 32 ouvertures, 113 mètres, on commence à deviner une tache. Bon, et on voit que la fonction d'étalement, que le pic de la fonction d'étalement est plus fin. Bon, là, 64 ouvertures, 237 mètres, on voit que le pic est encore plus fin, et on commence à distinguer deux taches sur l'étoile. Et là, il y a 96 ouvertures, 365 mètres. Là, on commence à voir encore un peu mieux et le pic est encore un peu plus fin. Donc, on voit bien comment ça s'améliore. Alors là, j'ai fait une petite simulation pour montrer le désastre quand ce n'est pas bien en phase, les faisceaux. Donc voilà, j'ai pris cette ouverture. Et puis j'ai mis des erreurs de phase dans le logiciel. Alors là, on a des erreurs de phase, enfin des erreurs de chemin optique. On ne peut pas raisonner en termes de phase ou bien d'erreurs de propagation, de longueur de propagation de la lumière, ça revient au même. Et là, ça, on a mis 10 fois la longueur d'onde. Donc là, c'est la longueur d'onde, 10 fois la longueur d'onde comme erreur aléatoire de chemin optique. On a mis les erreurs aléatoires de chemin optique de 10 longueurs d'onde sur chacune des ouvertures. Bon, alors ça vous donne une destruction complète du pic d'interférence dans l'image. Ça, c'est la fonction d'étalement. Et vous avez ce qu'on appelle des speckles ou des tavelures qui sont des effets d'interférence aléatoires qui, par endroits, sont destructifs, détruisent la lumière par le jeu des phases qui se combinent. Et à d'autres endroits, sont au contraire constructifs. Alors, quand tout est bien en phase, on a une interférence super constructive à l'endroit au milieu, par exemple. Bon, alors là, vous avez une longueur d'onde d'erreur. On commence à voir apparaître un speckle un peu plus brillant que les autres. Là, vous avez 0,8 longueur d'onde. Il commence à être nettement plus brillant, 0,5 et 0. 0, c'est-à-dire tout est en phase. Bon, alors là, vous avez l'image théorique, interférence et diffraction. Vous avez le pic d'interférence. Et puis vous avez autour, parce que l'ouverture est diluée, vous avez autour non pas des anneaux comme pour une ouverture complète, mais des anneaux brisés de speckle, mais beaucoup moins intenses que l'image. De sorte que si on a une deuxième étoile, on va avoir un deuxième pic à côté, on aura une image relativement bonne. Bon, là, par exemple, vous avez combien d'étoiles? Là, c'est la même chose, mais vous avez, je ne sais pas quoi, une centaine d'étoiles. On les distingue à peine. Une centaine d'étoiles. Et voilà l'image d'une étoile, et voilà l'image de la centaine d'étoiles. Il en manque un bout, mais vous voyez que, en fait, si on regarde les détails, on voit qu'on reconnaît les étoiles ici, et leur disposition. Bon, alors que si on avait des défauts de phase, eh bien, l'image serait inutilisable. Ici, elle serait lisse,
Elle serait lisse et on ne verrait plus l'information. Bien, j'ai presque fini. Bon, encore des simulations. Bon, là, j'ai pris, pour comparer avec 1000 étoiles. J'ai pris un amas de 1000 étoiles, de 3 couleurs, et 300 ouvertures. Bon, voilà la fonction d'étalement, c'est-à-dire l'image d'une étoile. Alors, elle est assez bonne. On distingue à peine, peut-être que j'éteigne la lumière, on distingue à peine quelques anneaux de diffraction brisés, là, mais on voit bien le pic. Et puis, voilà l'image directe des 1000 étoiles, et on remarque, on reconnaît chacune des étoiles là, qui étaient là. On la retrouve. Bon. Là, c'est la même chose, sauf que là, j'ai soustrait un fond uniforme, un niveau uniforme pour qu'on améliore un petit peu le contraste. Bon, c'est une manière de tricher, mais enfin qui est légitime, qui peut être légitime si on le fait bien. Bon. Et puis alors là, c'est encore la même chose, mais pendant la pause, on a supposé que pendant la pause, on a fait tourner l'ouverture. Ça aussi, c'est légitime parce que l'ouverture, elle est portée par la Terre, et la Terre, elle tourne par rapport au ciel. Et donc, si on ne fait rien, si on fait une pause de 24 heures, eh bien, c'est comme si on faisait tourner l'ouverture tout doucement pendant 24 heures. Alors, ça améliore un petit peu. Ça améliore un petit peu. C'est ce qu'on appelle de la synthèse d'ouverture optique ou de la supersynthèse. Les radioastronomes font beaucoup ça. Ça commence à se faire en optique avec les interféromètres. Bon, puis là, c'est pareil. On a amélioré un petit peu le contraste en soustrayant un niveau uniforme. Ah oui, alors, c'est pour comparer avec le cas où on a encore 1000 étoiles, mais on n'a que 10 ouvertures. Bon, voilà, 10 ouvertures. Alors, vous voyez que la fonction d'étalement ici, si vous la comparez à celle-là, ben celle-là, elle est catastrophique, parce que vous avez très peu le pic, là, il est à peine visible, et toute la lumière, toute l'énergie qui était rassemblée dans le pic, elle est dispersée, elle est étalée dans tout le plan focal. Votre image de 1000 étoiles, ben la voilà, elle est complètement délavée parce que chaque étoile ajoute une chose comme ceci, mais décalée. Donc vous ajoutez toutes ces choses décalées, et ben et c'est incohérent bien sûr, parce que les étoiles sont incohérentes, et donc il n'y a pas d'interférence, et ça se lisse en énergie, et vous avez une espèce de fond uniforme qui empêche de voir quoi que ce soit. On peut améliorer un petit peu le contraste en soustrayant un niveau continu. Ici, c'est un tout petit peu meilleur. Ici aussi, c'est un tout petit peu meilleur. Mais on voit qu'il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Si on veut voir un amas de 1000 étoiles, eh ben, il faut, dans une image directe, eh ben, il faut beaucoup d'ouverture. Voilà, donc, en conclusion... nous en sommes au stade où la moyenne résolution, c'est-à-dire le Keck avec son étoile guide, son optique adaptative et son étoile laser, commence à bien fonctionner pour observer en dehors de notre galaxie, des galaxies extérieures. Bon, et puis la haute résolution, c'est-à-dire ESO VLTI, commence à suivre. Modestement pour l'instant, avec une quinzaine de noyaux actifs de galaxies. Et donc, lorsque les grands interféromètres hypertélescopes aussi seront équipés d'étoiles guides laser, ça devrait améliorer énormément nos connaissances des galaxies lointaines, de leurs noyaux actifs, de l'univers, etc. Et des objets les plus lointains. On pourra probablement observer les objets les plus lointains que voit actuellement le télescope Hubble. Et bien sûr, si un jour on arrive à faire des versions dans l'espace, ce sera encore beaucoup plus puissant. Voilà, je vous remercie. Nous avons le temps pour quelques questions.